Cette première partie nous emmène de 1789 jusqu'à la mort de Louis XVI en 1793. Elle nous permettra de comprendre les principales avancées révolutionnaires de l'année 89, cette année sans pareil, pour reprendre l'expression de Mona Ozouf, et de voir comment la révolution se radicalise. L'ouverture des États généraux le 5 mai 1789 se fait dans un contexte de déficit budgétaire. On recourt à cette vieille institution d'Ancien Régime qui peut concevoir la création d'un nouveau système fiscal. Le directeur général des Finances, Jacques Necker, explique pendant plusieurs heures la situation aux députés des trois ordres. Mais ceux du tiers-État sont déçus du mode de scrutin aux États généraux. Bien que supérieure en nombre, la monarchie se refuse à appliquer le vote par tête et préfère le traditionnel vote par ordre. Le 17 juin, ayant le sentiment que les travaux n'avancent pas, les députés du tiers, qui disent représenter 96% de la nation, se proclament Assemblée nationale. Le 20 juin, le roi fait fermer leur salle de réunion. Les députés se réfugient alors dans la salle du jeu de paume et jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. 3 jours plus tard, Louis XVI, ne reconnaissant pas cette Assemblée nationale, ordonne aux trois ordres de se remettre au travail. La passe d'armes entre le marquis de Rebrézé, Bailly et Mirabeau est restée célèbre. En voici une reconstitution. Le roi laisse donc faire. Le 27 juillet, l'Assemblée nationale devient Assemblée constituante. Mais Necker est renvoyé début juillet 1789. L'annonce de son renvoi provoque une vive émotion à Paris, d'autant plus que Louis XVI a fait masser 30 000 hommes autour de la capitale afin de prévenir toute révolte. Les Parisiens, agités entre autres par Camille Desmoulins, cherchent à se défendre. Le 14 juillet 1789, ils prennent la Bastille, vieille prison au cœur de la ville, mais également réserve de poudre et symbole de l'arbitraire royal. L'annonce de cette révolte parisienne déclenche un vaste mouvement de panique dans les campagnes. Les paysans croient que les seigneurs locaux ont engagé des mercenaires pour détruire leurs récoltes. C'est l'épisode de la Grande Peur. En réaction, les paysans attaquent les châteaux et détruisent les archives fiscales. Devant l'ampleur de ces destructions, les députés privilégiés de la noblesse et du clergé abandonnent leurs privilèges dans la nuit du 4 au 5 août 1789. Le 26 août, à l'initiative du marquis de Lafayette, qui s'est inspiré de la déclaration d'indépendance américaine, l'Assemblée nationale proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Désormais, les Français sont égaux devant la loi. Les libertés fondamentales sont garanties par la loi. C'est la fin de l'Ancien Régime et de la monarchie absolue de droit divin. Un autre événement important se produit durant l'automne, mais laissons Stéphane Bern nous le raconter. Les travaux de la Constituante avancent. Le 12 juillet 1790, les députés prennent la décision d'organiser la vie du culte en France. Ils approuvent la constitution civile du clergé. Les nouveaux prêtres élus doivent désormais prêter serment sur cette constitution civile. Mais elle est rejetée par le pape. La décision du Saint-Siège divise le clergé entre les prêtres jureurs et donc fidèles à la Révolution et les prêtres réfractaires suspects de contre-révolution. Toutefois, le 14 juillet 1790, l'union entre le roi et son peuple semble consacrée lors de la fête de la Fédération, qui est aussi le triomphe du marquis de Lafayette. L'année 1791 est plus sombre. On apprend finalement que Louis XVI rejette la Révolution. Lors de sa fuite le 21 juin, il laisse sur son bureau aux Tuileries une lettre dans laquelle il refuse toutes les avancées depuis 1789. L'épisode de Varennes est un désastre, car il ruine la confiance dans le monarque. Le retour à Paris le 25 juin est glacial. 20 000 personnes se réunissent sur le Champ de Mars le 17 juillet pour demander la destitution du roi. Mais le pouvoir ne veut en aucun cas se faire dicter sa conduite par le peuple. Lafayette fait tirer sur la foule. Il y a une cinquantaine de morts et des centaines de blessés. Le lien entre le peuple et le pouvoir est rompu. Toutefois, au mois de septembre 1791, la constitution de la nouvelle monarchie constitutionnelle est approuvée par l'Assemblée. Les députés se séparent après 2 ans et demi de travaux et Louis XVI est désormais roi des Français.
Même si l'expression de dérapage de la Révolution est un peu forte, l'année 1792 est celle de tous les dangers. Malgré les protestations de quelques-uns comme Robespierre, qui n'est plus alors député, la guerre est déclarée à l'Autriche car elle soutient l'armée des émigrés. Voyez cette reconstitution assez bien faite. Les armées autrichiennes gagnent du terrain. Les sans-culottes et les jacobins accusent les prêtres réfractaires de complot contre la France. Début juillet 1792, l'Assemblée législative déclare la patrie en danger. Le 25 juillet, le manifeste de Brunswick, en fait un faux écrit par les immigrés, met le feu aux poudres dans la capitale. Le 10 août, les insurgés prennent le palais des Tuileries, c'est la chute de la monarchie. Le roi et sa famille ont donc le temps de se réfugier au sein de l'Assemblée, mais ils sont prisonniers et sont transférés à la prison du Temple le 13 août 1792. Le pays connaît une période d'anarchie. Les sans-culottes obtiennent l'arrestation des prêtres réfractaires et des nobles suspects de contre-révolution. Le nouveau ministre de la Justice, Georges Danton, laisse les sans-culottes entrer dans les prisons pour massacrer les prisonniers. Aux yeux des sans-culottes, le tribunal révolutionnaire n'est pas assez rapide ni assez sévère. Ce sont les massacres de septembre qui font près de 1500 victimes. La nouvelle assemblée, appelée Convention nationale, se réunit le 21 septembre 1792 et proclame l'abolition de la royauté en France. Le lendemain, elle décrète que tous les actes publics seront datés de l'an 1 de la République. Ce même jour, on apprend la victoire de Valmy sur les armées autrichiennes qui a eu lieu 2 jours plus tôt. La Convention se consacre à la fin de l'année au procès du roi déchu. Louis XVI, rebaptisé Louis Capet, est reconnu coupable par l'Assemblée érigée en tribunal. À l'issue d'un vote serré, Louis XVI est condamné à mort et est guillotiné le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution.